Tu es assis à une table. Autour de toi, tout le monde parle, donne des opinions, juge, rivalise pour avoir le dernier mot. Et toi, tu restes en silence. Non pas parce que tu manques d'arguments, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends quelque chose que la majorité ignore. Chaque parole que tu prononces a un coût invisible que la majorité paie sans s'en rendre compte. Sénèque l'a dit avec une clarité qui traverse les siècles. Le repentir vient après avoir parlé, jamais après avoir gardé le silence. Et cette vérité reste aussi affûtée aujourd'hui qu'elle ne l'était alors. Nous vivons noyés dans le bruit, des conversations qui ne construisent rien, des opinions que personne n'a demandées, des réactions qui naissent de l'impulsion et meurent dans le repentir. Mais il y a ceux qui fonctionnent différemment. Des personnes qui ont découvert une force qui n'a pas besoin de volume, qui ne demande pas d'applaudissements, qui fonctionne depuis le calme et désarme depuis la quiétude. Aujourd'hui, tu vas découvrir 9 vérités sur le pouvoir du silence. 9 clés qui vont changer la façon dont tu te relates aux autres, et surtout, avec toi-même. Point 1. Le silence face à l'attaque est ta souveraineté. Combien de fois as-tu senti ce feu montant dans ta poitrine quand quelqu'un t'attaque sans raison? Cette urgence de répondre, de rendre le coup avec des paroles plus affûtées, de clarifier devant tous qu'ils ont tort. C'est un impulse presque automatique, feu contre feu, insulte contre insulte. Mais arrête-toi un instant et observe. Celui qui te lance une critique destructive ne cherche pas la vérité. Il ne veut pas de dialogue ni de solution. Il cherche ta réaction. Il a besoin de te sortir de ton centre pour sentir qu'il a du pouvoir sur toi. Et si tu réponds avec cette même charge émotionnelle, tu lui donnes exactement ce qu'il demandait. Tu lui concèdes la victoire sans qu'il ait rien fait pour la mériter. Ton silence à cet instant n'est pas reddition. C'est la souveraineté. C'est la décision délibérée de ne pas céder ton état intérieur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Quand tu te tais face à une attaque injuste, tu désarmes complètement l'agresseur. L'absence de ta réaction lui enlève le combustible dont il avait besoin. Il se retrouve seul avec sa propre frustration et son propre bruit. Tu n'as rien à prouver devant des personnes qui ont déjà choisi de ne pas t'écouter. Le piège est de croire que te taire signifie perdre, que si tu ne renvoies pas les paroles, on te perçoit comme quelqu'un sans caractère. Mais la véritable perte est de gaspiller ton énergie vitale avec quelqu'un qui n'a pas l'intention de comprendre. Marc Aurèle l'a exprimé avec une précision qui tranche toujours après 20 siècles. Perds ton temps avec les personnes qui illuminent ton chemin, non avec celles qui éteindrent ton feu. Ton calme face à l'insulte n'est pas passivité. C'est la déclaration la plus ferme que tu peux faire sans ouvrir la bouche. Protège ta paix. Protège ton centre. Personne ne mérite le privilège de t'arracher de toi-même. Deuxième point. La pause entre l'impulsion et ta réponse définit qui tu es. Le moment le plus dangereux de ta journée n'est pas quand tu fais face à un problème grave. C'est quand une émotion intense te trouble le jugement et tu décides de parler avant de penser. Un commentaire lancé avec colère en 2 secondes peut détruire une relation que tu as construite pendant des années. Une phrase née du ressentiment peut blesser celui qui te tient le plus à cœur. Et tout parce que tu ne t'es pas donné cet espace minimal entre sentir et agir. Pense à une journée difficile au travail. Tout s'est mal passé. Tu rentres à la maison épuisé. Et quelque chose de mineur, un objet mal placé, une porte qui se ferme bruyamment, devient le détonateur d'une explosion qui n'appartient à personne dans cette pièce. Si tu avais respiré, si tu avais permis à cette première vague de frustration de passer sans parole, la réponse aurait été différente. Le ton aurait été différent. Le dégât n'aurait pas existé. Combien de tes pires paroles sont nées dans les 3 premières secondes d'une émotion? Le silence entre le stimulus et ta réponse est là où vit ta liberté. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu sens. Il s'agit de ne pas permettre à une émotion passagère de prendre des décisions permanentes en ton nom. L'honnêteté authentique
ne consiste pas à dire tout ce que tu sens au moment exact où tu le sens. Elle consiste à répondre avec lucidité, non avec vitesse. Cet espace de silence ne t'enlève pas l'authenticité. Il t'offre la précision, il t'offre le contrôle, et il t'offre l'opportunité de choisir qui tu veux être dans chaque conversation que tu soutiens. Point 3. Celui qui participe au commérage se révèle plus que les autres. T'es-tu arrêté pour penser à combien d'énergie tu dépenses chaque semaine dans des conversations sur des personnes qui ne sont pas présentes? La nature humaine se sent attirée par la spéculation, par les histoires des autres, par la morbidité de savoir qui a fait quoi et avec qui. Mais chaque fois que tu participes à une conversation qui propage des rumeurs, même si tu ne les as pas initiées, tu alimentes un feu qui tôt ou tard va te brûler. Et si la rumeur porte sur toi, la tentation se multiplie. Tu veux confronter la source, démentir chaque parole, défendre ton nom avec tout ce que tu as. Mais observe quelque chose avec calme. Tu ne peux pas contrôler ce que d'autres disent de toi. Tu ne peux pas contrôler les histoires qu'ils inventent, ni les versions qu'ils déforment. La seule chose que tu contrôles est ta réponse. Et ta réponse la plus forte est le silence. Épictète l'a dit avec cette clarité qui n'a pas besoin de parure. Il est impossible qu'un homme apprenne ce qu'il croit déjà savoir. Celui qui a déjà décidé de croire une rumeur sur toi ne changera pas d'avis parce que tu te défends avec plus de paroles. Ton silence face à la calomnie n'est pas ignorance. C'est une démonstration de force et d'intégrité. En refusant de participer au bruit, tu t'élèves au-dessus de lui. Les paroles vides perdent leur pouvoir quand elles ne trouvent pas d'écho dans ta voix. Maintiens ta conduite irréprochable. Laisse tes actes parler là où les paroles sont superflues. Le silence sera ton meilleur défenseur auprès de ceux qui ne méritent pas ton explication. Point numéro 4. Tes accomplissements n'ont pas besoin de narrateur quand ta discipline parle d'elle-même. Tu viens de réaliser quelque chose d'important. Une promotion, une reconnaissance, un résultat qui t'a coûté des mois de travail silencieux. Et la première chose que tu fais est de le raconter. Dans chaque conversation, tu mentionnes ton succès. Tu compares ta progression avec celle des autres. Tu cherches ce regard d'admiration qui confirme ce que tu sais déjà de l'intérieur. Mais chaque fois que tu répètes ton accomplissement, quelque chose se perd. La force du résultat se dilue dans le besoin d'applaudissements extérieurs. Les stoïciens mettaient en garde contre la vanité et la quête incessante de validation externe. La satisfaction authentique naît en toi, de la reconnaissance de ton propre effort et de ta propre évolution, non pas des réactions des autres. Quand tu te vantes, tu cours le risque de susciter l'envie chez ceux qui n'ont pas la maturité pour célébrer ton chemin. Et cette envie peut se transformer en ressentiment et en sabotage silencieux contre toi. Récapitulons ce que cela signifie dans ta vie quotidienne. Ton silence sur tes victoires n'est pas une modestie feinte. C'est une confiance réelle. C'est laisser tes actions parler pour toi sans avoir besoin d'un narrateur constant. Sénèque nous a laissé une vérité qui pèse comme une pierre. La difficulté est ce qui réveille le génie. Ton effort silencieux parle déjà de lui-même. Tu n'as pas besoin de le répéter ni de l'orner. Les personnes les plus admirables sont celles qui accomplissent de grandes œuvres sans les annoncer. La valeur de ce que tu construis ne se mesure pas au nombre de personnes qui le savent. Elle se mesure par la profondeur de ton engagement envers le processus. Cesse de chercher des témoins pour ta discipline. Sois ton propre témoin. 5e point. Garder un secret prouve ton intégrité véritable. Quelqu'un t'a-t-il déjà confié quelque chose de profondément personnel et tu as senti la tentation de le partager avec un tiers? Cette urgence de raconter l'histoire, de chercher un conseil sur ce que tu as entendu, ou d'utiliser cette information pour te sentir plus pertinent dans une autre conversation. La confiance est l'un des piliers les plus fragiles de toute relation humaine. Quand quelqu'un partage avec toi une peur, un problème ou un plan que personne d'autre ne connaît, il te montre une vulnérabilité immense.
Il dépose dans tes mains quelque chose qui peut le blesser profondément si tu le lâches. Pense à un exemple concret. Une personne proche de toi te révèle un conflit familial douloureux. Elle te demande de ne le dire à personne. Mais la tentation de le mentionner à un tiers, peut-être en cherchant une autre perspective, est grande. Si tu cèdes à cette tentation, tu ne trahis pas seulement cette confiance. Tu t'établis devant tous comme quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et ce dégât s'étend à chaque lien futur, car les personnes apprennent rapidement qui garde les secrets et qui les lâche. Et en parlant de croissance, si tu veux développer une plus grande maturité émotionnelle et des relations pacifiques, abonne-toi à la chaîne. Faire de ce contenu une habitude renforce ta vie intérieure et élève chaque conversation que tu auras. Ton silence face à la confidence d'autrui n'est pas un fardeau que tu supportes. C'est une preuve de ton caractère. Protège ce qui t'est confié comme tu protégerais ce que tu as de plus précieux, car la loyauté silencieuse construit des ponts qu'aucune parole ne pourrait édifier. Point 6. La plainte constante empoisonne ta paix de l'intérieur. Chaque fois que tu te plains de quelque chose que tu ne peux pas changer, tu cèdes une portion de ta force au problème. Le trafic, le climat, l'attitude d'un inconnu dans la rue, les décisions de personnes qui ne connaissent même pas ton nom. Tu te trouves pris dans un cycle qui semble inoffensif. Tu exprimes ta frustration, tu ressens un soulagement momentané et tu crois que cela te libère. Mais cela ne te libère pas, cela t'enchaîne plus fermement. La plainte s'intensifie rapidement en toi. Tu commences par un ennui mineur. Ensuite, tu t'étends au travail, puis à tes relations. Bientôt, tout ce qui t'entoure devient un motif d'insatisfaction. Et sans t'en rendre compte, tu as entraîné ton esprit à chercher ce qui échoue, au lieu de ce qui fonctionne. Tu as transformé ton regard en un filtre qui détecte seulement les problèmes. Les stoïciens ont enseigné à distinguer avec précision entre ce qui dépend de toi et ce qui échappe à tes mains. Te plaindre de ce que tu ne peux pas contrôler n'est pas seulement inutile. Cela épuise ton énergie, alimente le pessimisme et te piège dans un cycle de victimes. Marc Aurèle l'a résumé avec une phrase qui mérite d'être gravée dans ta mémoire. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque plainte est une pensée de basse qualité qui empoisonne toute ta journée. Ton silence face à ce que tu ne peux pas modifier n'est pas une résignation passive. C'est une acceptation intelligente. C'est rediriger ta force vers ce que tu peux vraiment transformer. Ton attitude, ta réponse, ta décision de ne pas t'empoisonner avec ce qui échappe à tes mains. T'es la plainte. Agis où tu le peux. Lâche le reste. 7e point. Te retirer d'une discussion vide est la sagesse en action. Tu es dans une réunion familiale. Un parent insiste pour défendre une position que tu considères comme irrationnelle. Tu présentes des données. Tu offres des arguments logiques. Mais chaque tentative est reçue avec plus de conviction aveugle et moins de raison. La température de la conversation monte. Les voix s'élèvent. Et tu restes là, pris dans l'illusion qu'une phrase de plus va tout changer. Ce n'est pas le cas. Il y a des discussions où l'objectif a cessé d'être de trouver la vérité et s'est transformé en imposer une position. Deux personnes parlant de plus en plus fort, sans s'écouter. Deux monologues qui s'entrechoquent sans se rencontrer. Continuer dans cette dynamique ne te rapproche d'aucune solution. Cela seulement épuise ton énergie et renforce la résistance de l'autre, car chaque parole que tu dis lui donne plus de matériel pour s'enquister dans sa position. Épictète l'a posée avec une lucidité qui n'a pas vieilli d'un jour. Ne désire pas que les choses se produisent comme tu le souhaites. Désire plutôt qu'elles se produisent comme elles se produisent. Et ainsi, tu vivras en paix. Tu ne peux pas contrôler l'esprit d'une autre personne. Tu ne peux pas forcer la compréhension chez celui qui a choisi l'obstination. Contrairement à celui qui s'accroche à la discussion jusqu'à l'épuisement, celui qui se retire en silence protège quelque chose de bien plus précieux que d'avoir raison. Il protège sa sérénité. Ton silence dans une discussion sans issue n'est pas une défaite.
C'est la façon la plus intelligente de préserver ta force. Retire-toi avec fermeté, garde ton calme, laisse le temps faire ce que tes paroles n'ont pas pu faire. Point numéro 8. Cesser de résister à l'inévitable te libère pour avancer. Combien d'heures de ta vie as-tu investi à résister à des situations qui étaient complètement hors de ta portée? Un changement que tu n'as pas choisi, une perte que tu n'as pas prévue, une circonstance qui a échappé à tout plan que tu aurais pu concevoir. La résistance verbale est la forme la plus commune de cette lutte inutile. Tu répètes la plainte encore et encore. Tu décris l'injustice qui s'est produite. Tu cherches des alliés qui valident ta frustration. Mais rien de tout cela ne change ce qui s'est déjà passé. Les stoïciens ont développé un outil mental qui reste l'un des plus efficaces de toute la tradition philosophique. La dichotomie du contrôle sépare avec clarté totale ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas, et puis concentre toute ta force sur le premier. Quand tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas bouger, quelque chose se libère en toi. Un espace occupé autrefois par la résistance se remplit maintenant de possibilités et de direction. Que se passerait-il si, au lieu de résister, tu acceptais et redirigeais ton énergie? Sénèque l'a formulé avec ces paroles qui frappent juste où tu dois entendre. Nous n'osons pas faire beaucoup de choses parce qu'elles sont difficiles, mais elles sont difficiles parce que nous n'osons pas. La difficulté n'est pas dans la circonstance à laquelle tu fais face, elle est dans ton refus de couler avec elle. Ton silence face à ce que tu ne peux pas changer est la première étape pour utiliser ta perspective comme un avantage. Tu ne cèdes pas du terrain, tu choisis où placer ta force, cesse de raconter le problème, commence à construire la solution. Point 9. Le silence est la force invisible de celui qui se connaît lui-même. La majorité des personnes associent le silence à l'absence, à un vide, à quelqu'un qui n'a rien à apporter à la conversation. Mais ceux qui ont parcouru le chemin de la discipline intérieure savent que le silence est tout le contraire. C'est la présence totale, c'est la maîtrise consciente, c'est la capacité d'observer sans réagir, d'écouter sans interrompre, d'être complet sans avoir besoin de le prouver devant qui que ce soit. Tout au long de ces 9 points, tu as vu comment le silence fonctionne à différents niveaux de ta vie quotidienne. Face à la critique injuste, ton silence désarme l'agresseur. Face à l'impulsion émotionnelle, ta pause te protège des paroles que tu ne peux pas retirer. Face au commérage, ta distance préserve ton intégrité et ton nom. Face à tes accomplissements, ta discrétion révèle une confiance qui n'a pas besoin d'applaudissements. Face aux secrets d'autrui, ta loyauté silencieuse construit des liens que le temps ne peut pas briser. Face à la plainte, ton acceptation te libère de chaînes invisibles. Face à la discussion vide, ton retrait silencieux est la victoire la plus nette. Face à l'inévitable, ton silence ouvre l'espace dont tu as besoin pour continuer à grandir. Mais il y a quelque chose de plus profond que tout ce qui précède. Le silence n'est pas une technique que tu appliques quand cela te convient. C'est un état que tu cultives jusqu'à ce qu'il devienne partie de qui tu es. L'homme qui maîtrise sa langue maîtrise sa vie entière. Celui qui choisit avec attention chaque parole qu'il prononce, choisit avec attention chaque pas qu'il fait. Contrairement à celui qui remplit chaque espace avec du bruit et des opinions que personne n'a demandées, celui qui fonctionne depuis le silence construit une forteresse intérieure qu'aucune attaque externe ne peut pénétrer. Marc Aurèle a laissé des paroles qui résument tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort rôde. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Ton temps est limité. Chaque parole que tu prononces est un choix sur la façon dont tu investis ce temps. Choisir le silence quand le bruit n'apporte rien. Choisis le calme quand la réaction détruit seulement. Choisis la pause quand l'impulsion menace de te contrôler. Ne maîtrise pas le silence comme un outil parmi tant d'autres. Maîtrise-le comme le fondement de ton caractère, comme la base ferme sur laquelle tu construis chaque décision, chaque lien, chaque jour qui te reste à vivre.
Le silence ne te rend pas moins visible, il te rend inarrêtable. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui converge dans une seule direction. Ton silence face à la critique, ta pause face à l'émotion débordante, ta distance des commérages qui ne t'appartiennent pas, ta discrétion avec tes accomplissements, ta loyauté envers les secrets que d'autres ont déposés dans tes mains, ton refus de te plaindre de ce que tu ne peux pas bouger, ton retrait de discussion qui ne mène nulle part, ton acceptation sereine de l'inévitable et ta décision de construire une forteresse intérieure que personne ne peut renverser. Chacune de ces 9 clés est un acte de pouvoir, non de soumission. Les stoïciens ont compris que la liberté authentique ne vit pas dans ce que tu dis. Elle vit dans ce que tu choisis de ne pas dire. Aujourd'hui, tu as une décision devant toi. Non pas demain, non pas la semaine prochaine, maintenant. Choisis une de ces 9 vérités, celle qui t'a le plus secoué, celle qui t'a le plus mis mal à l'aise, et pratique-la pendant les 7 prochains jours. Si cette vidéo a eu du sens, mets un like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires. Le silence construit ce que le bruit détruit. Que ton calme parle plus fort que n'importe quel cri. Commence maintenant. Commande jour 1 et nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Si tu continues à réagir à chaud chaque fois que tu te disputes, tu vas perdre le respect de ceux qui t'entourent. Et, pire encore, le contrôle sur toi-même. Ce qui semble anodin, comme répondre sans réfléchir ou te laisser emporter par l'impulsion, peut nuire à ton image à chaque conversation importante. Il suffit d'une seule fois, une réunion où tu élèves la voix, un repas de famille où tu lances un regard dur, un groupe de discussion où tu laisses un message sec. Les conséquences ne tardent pas à devenir visibles. Les autres baissent les yeux, évitent d'échanger des mots avec toi. Même ceux qui comptaient sur toi pour certains projets arrêtent de demander ton avis. Le silence gênant après tes paroles reste suspendu dans l'air plus longtemps que tu ne le voudrais. Une réputation s'érode rapidement. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les personnes qui parviennent à garder leur calme dans des situations tendues sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance, même si elles n'ont pas raison sur le moment. La salle penche en faveur de celui qui contrôle ses gestes et son ton. Aujourd'hui, je te présente 10 réponses que tu peux utiliser pour garder ton calme, ton contrôle et ta présence stoïcienne dans n'importe quelle discussion. Ces 10 réponses ne t'aideront pas seulement à éviter des conflits inutiles, mais elles renforceront aussi ta confiance et ta capacité d'influence. La dernière va te surprendre, car elle est si simple que tu ne l'as sûrement jamais utilisée, mais c'est la préférée des stoïciens. Commençons par les 10 réponses qui font la différence dans toute discussion. Réponse 1. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Au moment où quelqu'un élève la voix ou cherche à s'imposer dans une discussion, la réaction la plus courante est de riposter, de se défendre, de prouver qu'on a raison. Mais il existe une autre option, une option qui désamorce le conflit à la racine, refuser de discuter et à la place, choisir de comprendre. Lorsque tu dis « je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre », ce n'est ni une reddition, ni un signe de faiblesse. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'émotion gouverner, de ne pas devenir l'esclave de la raison d'autrui, de ne pas te perdre dans le bruit du désaccord. En adoptant cette posture, tu t'élèves au-dessus de la situation, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu choisis de te contrôler toi-même. Tu sais que la plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais la victoire. Les gens se disputent pour gagner, pas pour comprendre. Mais si tu décides d'écouter, de poser des questions et de réellement chercher la racine du désaccord, tu te libères du besoin d'avoir le dernier mot. Tu gagnes en tranquillité et souvent l'autre baisse sa garde. La tension se dissout car elle ne rencontre plus de résistance. Imagine une dispute à la maison, au travail, avec un ami. L'ambiance se réchauffe. Les mots deviennent durs. Tu pourrais répondre, tu pourrais élever la voix, tu pourrais lancer des arguments comme des pierres.
mais tu choisis une autre voie. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Soudain, la dynamique change. L'autre, habitué à la confrontation, se retrouve face à un mur doux. Il n'y a pas d'écho à sa colère. Tu l'invites à expliquer, à s'ouvrir, à exposer ses raisons. Peut-être, pour la première fois, quelqu'un l'écoute vraiment. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme son ennemi ». Tu n'as pas besoin de gagner la discussion. Tu n'as rien à prouver. La seule chose qui compte, c'est ta paix intérieure, ton intégrité, ta capacité à rester ferme au milieu de la tempête. Comprendre n'implique pas d'être d'accord, mais cela implique d'être présent, de rester maître de toi-même et de choisir le chemin le plus difficile, celui de l'autocontrôle. Deuxième réponse. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Il y a une tension presque imperceptible lorsque quelqu'un te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Le pouls s'accélère, l'esprit cherche des arguments, le corps se prépare à se défendre. Mais que se passe-t-il si tu n'entres pas dans le combat? Si, au lieu de te battre, tu décides d'observer, d'écouter, de laisser l'autre exposer son point de vue sans l'interrompre. C'est ici que cette phrase prend toute sa force. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas céder, c'est une pause stratégique. Quand tu l'utilises, tu arrêtes l'escalade et tu désarmes la confrontation. L'autre s'attend à ce que tu répondes avec du feu, tu lui rends du calme. Il s'attend à ce que tu te justifies, tu restes serein. Cette phrase ne signifie pas que tu renonces à ta vérité, ni que tu ignores tes principes. Elle signifie que tu choisis le contrôle sur la réaction, que tu distingues entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Imagine une discussion intense. L'autre personne insiste, élève la voix, cherche à te convaincre. Tu pourrais répondre avec la même intensité, mais tu choisis une autre voie. Tu dis la phrase, l'ambiance change. La conversation perd de la température. Maintenant, l'autre personne se heurte à un mur doux, inamovible. Elle peut continuer à parler, mais elle ne trouve plus de résistance. La force de cette réponse réside dans ce qu'elle ne dit pas. Elle ne valide pas, n'attaque pas, ne justifie pas. Elle pose simplement une limite silencieuse. Où se trouve le contrôle dans une discussion? Pas dans le fait de gagner l'argument, mais dans le fait de ne pas te perdre toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu permets à l'opinion de l'autre d'exister sans qu'elle t'affecte, tu t'entraînes à la discipline la plus difficile, celle de gouverner tes propres émotions. As-tu déjà essayé de laisser passer l'opinion d'autrui comme un courant d'air? Essaie de prononcer cette phrase la prochaine fois. Observe ce qui se passe chez l'autre et en toi. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Lorsque, au milieu d'une discussion, quelqu'un te met la pression, il s'attend à ce que tu répondes avec certitude, que tu défendes ta position comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. La plupart des gens s'accrochent à leur point de vue parce qu'ils le ressentent comme une extension d'eux-mêmes. Admettre la possibilité de se tromper semble être une faiblesse, mais en réalité, c'est un acte d'intelligence et de maîtrise émotionnelle. Dire « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue » change immédiatement la dynamique. Ce n'est pas une reddition, mais un coup stratégique. En reconnaissant que ta vision est limitée, tu ouvres la porte à un véritable dialogue, et non à une guerre d'ego. Celui qui t'écoute baisse sa garde, car il sent qu'il n'a pas à se battre pour être entendu. Il sent que son point de vue compte, et cela transforme la discussion en une recherche commune de clarté, et non en un combat. Imagine une situation au travail. Tu discutes avec un collègue sur la meilleure façon d'aborder un projet. Tu as de l'expérience, mais lui aussi. La conversation s'envenime. Au lieu d'insister sur le fait que tu as raison, tu dis « Je peux me tromper, dis-moi ton point de vue ». Ton collègue est surpris, il se détend même. Il sait qu'il peut parler sans crainte d'être jugé. À présent, la conversation tourne autour des faits, des idées, des solutions, et non de qui aura le dernier mot. Cette habitude révèle de la maturité et une bonne connaissance de soi.
Tu sais que ta vision est toujours partielle, que tes émotions peuvent brouiller ton jugement. En l'admettant, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces. Tu gagnes du respect, car tu montres que tu accordes plus de valeur à la vérité qu'à ton ego. De plus, tu deviens plus difficile à manipuler. Celui qui cherche à te provoquer ne trouve pas de résistance, mais de l'ouverture. Ainsi, tu gardes le contrôle de la conversation et tu évites de tomber dans des provocations inutiles. Dans les relations personnelles, cette approche est encore plus puissante. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un de proche, la tension émotionnelle est multipliée. Si tu t'accroches à avoir raison, la distance grandit. Mais si tu peux dire honnêtement que tu pourrais te tromper, tu invites l'autre personne à s'ouvrir elle aussi. Le conflit se transforme en compréhension mutuelle. Adopter cette réponse ne signifie pas douter de tout ni perdre sa conviction. Cela signifie être prêt à apprendre, à ajuster sa vision quand des arguments solides apparaissent. C'est une manière de vivre avec moins de friction et plus de croissance. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te défendre, souviens-toi, le véritable contrôle n'est pas de gagner la discussion, mais de garder son calme et son ouverture. C'est la différence entre réagir et répondre avec sagesse. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Réponse numéro 4. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. Parfois, au milieu d'une dispute, la dernière chose que tu veux, c'est céder. Tu as l'impression que si tu ne réponds pas, si tu ne défends pas ton point de vue avec des arguments solides, tu es en train de perdre. Mais il y a un moment où la priorité n'est pas de prouver qui a raison, mais de protéger ta propre sérénité. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre une décision consciente, ne pas laisser l'émotion du moment dicter ce que tu dis ou fais. Choisir le calme ne signifie pas que tu ignores ce que tu penses ou ressens. Au contraire, tu reconnais ta position, mais tu décides que ce n'est pas le moment de te battre pour elle. Peut-être que l'autre personne est bouleversée, peut-être que toi aussi. Parler maintenant ne ferait qu'envenimer les choses. Alors, tu mets une pause, tu respires, tu prends du recul, pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends la valeur de te préserver pour les batailles qui comptent vraiment. Ce genre de réponse déstabilise. L'autre personne attend une réaction, une contre-argumentation, une explosion. Mais toi, tu choisis le silence ou une phrase posée. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. C'est une façon de poser une limite, de montrer clairement que tu n'es pas prêt à perdre ta paix pour une dispute qui, à long terme, ne changera probablement rien d'important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? As-tu ressenti cette pression de devoir répondre, de ne pas rester silencieux, même si tu sais que le mieux serait d'attendre ? Parfois, on nous apprend qu'il faut avoir le dernier mot, que céder, c'est perdre. Mais en réalité, la force réside dans le contrôle. Savoir quand parler et quand se taire. Te donner la permission de te prioriser, même si l'autre ne le comprend pas. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'après, tu repenses à ce que tu aurais pu dire. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'aucune victoire dans une dispute ne vaut la tranquillité que tu t'es offerte à ce moment-là. La prochaine fois que tu sens que tu vas perdre le contrôle, demande-toi: ai-je vraiment besoin d'avoir raison maintenant? Ou puis-je m'offrir le cadeau du calme? 5e réponse. Tous les désaccords ne nécessitent pas une réponse immédiate. Il existe un espace entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Face à un désaccord, l'urgence de répondre peut se manifester comme une force irrésistible, comme si le silence était une reddition ou une faiblesse. Mais en réalité, c'est précisément dans ce silence que se révèle la maîtrise de soi. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. Répondre immédiatement sous le feu de l'émotion est souvent la manière la plus rapide de perdre le contrôle et de dire quelque chose que l'on ne pourra plus retirer par la suite. Lorsque quelqu'un nous met au défi, l'esprit a tendance à rechercher des victoires rapides. L'ego exige que nous répondions, que nous défendions chaque mot,
que nous ne laissions passer aucune offense. Mais la maturité consiste à mettre en pause cette réaction automatique, même lorsque le cœur bat plus vite et que les mains se crispent. Prendre un moment, respirer, observer le désaccord de l'extérieur, c'est une preuve de force, non de faiblesse. Il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, mais de choisir le meilleur terrain pour répondre. Et parfois, ce terrain, c'est le temps. Imagine une discussion au travail. Quelqu'un remet en question ta décision devant les autres. La réaction immédiate serait de répondre, de te justifier, de protéger ta réputation. Mais si tu diffères ta réponse, si tu dis simplement « je vais y réfléchir », tu t'offres la possibilité d'analyser la situation avec clarté et sans le filtre de l'émotion. Bien souvent, la perspective que donne la distance révèle que le désaccord n'était pas si urgent, ou même qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre du tout. Le silence stratégique est une déclaration d'indépendance face aux provocations. Tout ne mérite pas ton énergie et tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. C'est une façon de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque discussion, mais de garder ta maîtrise de toi et de choisir quand et comment agir. Ainsi, chaque désaccord cesse d'être une menace et devient une occasion de pratiquer l'autocontrôle, la patience et la réflexion. Choisir le bon moment pour répondre est, en soi, une réponse. Et parfois, la meilleure réponse, c'est d'attendre. Réponse 6. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Parfois, les paroles des autres peuvent ressembler à un coup direct porté à l'ego. Tu reçois une critique, un commentaire auquel tu ne t'attendais pas, et ta première réaction est de te défendre, de te justifier ou même de riposter. Mais il existe une autre façon de répondre, une façon qui ne te met pas sur la défensive et qui n'alimente pas le conflit. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Cette phrase paraît simple, mais elle recèle une force immense. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas non plus de la soumission, c'est une déclaration de maîtrise de soi. Tu reconnais ce que l'autre te dit, tu le valides, mais tu ne permets pas à l'émotion de prendre le contrôle de la conversation. Tu prends l'information, tu la conserves et tu t'accordes le temps de décider si elle a de la valeur pour toi ou non. Ainsi, tu gardes le contrôle sur toi-même et sur la situation. Pense à la dernière fois qu'on t'a fait une critique inattendue. Qu'as-tu ressenti? Comment as-tu réagi? Peut-être as-tu ressenti de l'irritation ou une pression intérieure pour clarifier ton point de vue. C'est compréhensible, mais imagine répondre avec calme. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Aussitôt, l'atmosphère change. L'autre sent qu'il a été entendu, que son opinion n'est pas tombée dans l'oubli. Et toi, par-dessus tout, tu fais preuve de maturité. Ce type de réponse ne signifie pas que tu acceptes aveuglément tout ce qu'on te dit. Cela signifie que tu as la capacité de faire une pause, d'analyser, puis de décider si ce que tu as entendu t'apporte quelque chose. Tu ne donnes pas le pouvoir sur tes émotions à l'autre personne. Tu le gardes pour toi. Oseras-tu essayer la prochaine fois? Tu pourrais être surpris par les faits. Il y a une puissance silencieuse à ne pas réagir immédiatement, à te donner du temps et de l'espace. Ainsi, tu deviens maître de tes réactions. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. T'est-il déjà arrivé qu'une simple phrase change complètement le cours d'une discussion? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as choisi d'écouter avant de répondre? 7e réponse. Je ne prendrai pas cela personnellement. Tu crois vraiment que tout cela tourne autour de toi? Comme il est confortable de penser que le monde gravite autour de tes sentiments, de tes attentes, de tes blessures. Ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un crache au beau milieu d'une dispute, cela a rarement un rapport avec toi. C'est sa frustration, son ego, son incapacité à gérer la pression. Mais bien sûr, il est bien plus facile d'endosser le rôle de la victime et de transformer chaque mot des autres en une dague pointée vers ta poitrine. Comme c'est commode. Ne pas le prendre personnellement est une menace pour ceux qui vivent de l'offense. Parce que si cela ne t'atteint pas, si tu ne réagis pas, si tu ne tombes pas dans le piège, tu leur retires leur pouvoir. Tu leur tends le miroir. Ceci t'appartient.
pas à moi. Ça fait mal. Oui, mais pas à cause de ce qu'ils disent, plutôt à cause de l'importance que tu choisis d'y accorder. Ça te dérange? Parfait, voilà ton chantier intérieur. Il y a des personnes qui ont besoin que tu le prennes personnellement pour se sentir importantes, pour justifier leur propre drame. Ne leur fais pas ce cadeau, laisse-les se noyer dans leur propre venin, pendant que toi, tu restes intact. La prochaine fois que quelqu'un crache son venin, répète simplement « Je ne prendrai pas cela personnellement ». Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres, qu'ils continuent d'aboyer. Toi, tu n'es pas l'arbre. Réponse numéro 8. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. L'atmosphère se refroidit, il y a de la tension, mais personne n'élève la voix. Les arguments flottent, s'entrechoquent, cherchent un espace sûr. Quelqu'un insiste pour trouver le responsable, pour pointer du doigt. Le regard se détourne, les épaules se crispent, le rythme de la conversation ralentit. Une autre personne intervient, coupe le cycle. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. Les mots tombent comme un poids mort sur la table. L'élan de blâmer s'arrête. Personne ne répond immédiatement. Le focus change. Il ne s'agit plus de se défendre ni d'attaquer. Il s'agit de regarder le problème en face, sans phare. Les questions deviennent pratiques. Que se passe-t-il maintenant? Quelles options avons-nous? Les postures défensives perdent leur sens. Le conflit devient une tâche à résoudre, non un champ de bataille personnel. Il n'y a ni félicitations, ni geste de soulagement. Juste un accord tacite, avancé. Le passé reste là où il est. La discussion ne tourne plus autour de ce qui a été, mais de ce qui peut être fait. L'énergie auparavant consacrée à la confrontation migre vers la coopération. Même si personne ne le dit à voix haute, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Pas de clôture émotionnelle non plus. La conversation continue, mais le ton a changé. Une limite s'est imposée, sans dramatisme. La recherche de solutions prend le pas sur le besoin de trouver des coupables. L'atmosphère est sobre, presque clinique. Le calme n'est pas de la joie, c'est du contrôle. L'avancée n'est pas une célébration, c'est de l'efficacité. Ainsi se termine l'échange, sec, direct, fonctionnel. Le problème ne disparaît pas, mais la façon de l'affronter n'est plus la même. Réponse 9. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes. Au milieu d'une dispute, l'urgence de répondre est souvent le premier ennemi. L'esprit s'accélère, les émotions se mélangent et la conversation se transforme en un champ de bataille où personne ne gagne. Dire « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » est une manœuvre stratégique, non une fuite. C'est la décision consciente de ne pas se laisser emporter par la tempête du moment et de poser une limite claire. La conversation ne reprendra que lorsque les eaux se seront apaisées. Cette réponse coupe le cycle de la réactivité. Quand l'un ou les deux sont bouleversés, les mots deviennent des armes et l'objectif n'est plus de comprendre, mais de vaincre. Si l'un des deux impose une pause, la dynamique change complètement. Le message est clair. Je ne suis pas disposé à échanger des reproches, ni à céder à l'impulsion de la colère. Je veux résoudre, mais pas à n'importe quel prix. La pause forcée a des effets immédiats et à long terme. Immédiatement, la tension retombe. C'est comme retirer le pied de l'accélérateur avant de perdre le contrôle. L'autre personne peut se sentir frustrée, voire rejetée, car son élan est de décharger l'émotion sur le moment. Mais en posant la limite, on invite, de manière implicite, à ce que chacun reconsidère sa position et revienne avec une disposition différente. En pratique, cela demande une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de prononcer la phrase, mais de tenir la décision. Ne pas entrer dans les provocations, ne pas répondre en criant, ne pas se laisser piéger par le jeu de la culpabilité. Il est probable que l'autre insiste, fasse pression ou tente de rouvrir le conflit. Ici, la fermeté est essentielle. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes n'est pas une excuse pour éviter le sujet, mais une déclaration d'intention. Le dialogue n'est possible que lorsque chacun peut penser avec clarté. Un exemple,
Imagine une dispute de couple dans laquelle l'un des deux lance une accusation dure. La réaction automatique serait de se défendre, d'attaquer en retour ou de sombrer dans le drame. Mais celui qui garde son calme et propose une pause prend le contrôle du processus. Cela n'élimine pas le conflit, mais le déplace sur un terrain plus sûr, où la probabilité de compréhension réelle augmente. Avec le temps, cette habitude transforme la relation aux disputes. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre, mais de trouver des solutions dans la sérénité. Cela envoie aussi un message sur sa propre valeur. Je ne suis pas disponible pour le chaos de l'autre, je respecte mon propre état émotionnel et j'attends la même chose de l'autre. Il y a un coût. Parfois, on perd l'occasion d'avoir le dernier mot ou de décharger sa colère sur le moment. Mais le bénéfice est bien plus grand. La plupart des conflits ne se résolvent pas au sommet de l'émotion, mais après, lorsque l'esprit retrouve sa clarté. Retarder la conversation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Ainsi, la phrase « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » devient un filtre. Seules les choses importantes méritent discussion, et seule la sérénité permet de trouver une issue digne pour chacun. 10e réponse. Ma paix a plus de valeur que d'avoir le dernier mot. Parfois, il semble que céder, c'est perdre, que se retirer d'une discussion, laisser passer un commentaire, ne pas répondre à la dernière attaque, équivaut à se rendre, à être moins. Mais il y a une vérité brutale que peu de gens acceptent. La plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais à nourrir l'ego. Vouloir avoir le dernier mot est un piège subtil. L'orgueil te pousse à prouver que tu as raison, à ne rien laisser sans réponse, à écraser l'argument de l'autre, même si cela coûte ta tranquillité. Regarde ce qui se passe quand tu t'accroches toujours à avoir le dernier mot. La conversation devient une guerre froide. Aucun des deux n'écoute, les deux attaquent, personne ne cède. Les mots deviennent des lames. L'atmosphère s'empoisonne. Au final, même si tu gagnes, tu finis épuisé, amer, vidé. Gagner la discussion, perdre le calme. Voilà le vrai prix. Combien de fois as-tu ressenti cette satisfaction fugace d'avoir gagné une dispute verbale, pour ensuite rester avec le bruit dans la tête, la tension dans la poitrine, l'écho d'une réponse que tu n'aurais pas dû donner? On t'a appris que céder, c'est être faible, que qui se tait consent, que si tu ne réponds pas, tu restes en arrière, mais personne ne te dit que la véritable force consiste à choisir ta paix plutôt que ton orgueil. Que le self-control, la distance, le silence peuvent être plus dévastateurs que n'importe quel argument. La personne qui décide de ne pas entrer dans la bataille, qui se retire avant que la discussion ne l'emporte, démontre une maîtrise de soi que les autres comprennent à peine. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est une maturité brutale. C'est savoir que ton temps et ton énergie ne sont pas à vendre au jeu de l'ego d'autrui. Pense aux fois où une dispute t'a volé des heures, t'a privé de sommeil, t'a gâché la journée. Pense à ce que tu as perdu à ne pas savoir lâcher prise. Paix mentale, relations, opportunités, même le respect de toi-même. Les gens se souviennent plus de ta réaction que de tes arguments. Souviens-toi du calme imperturbable de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir en sécurité. Voilà la différence entre celui qui vit au gré des provocations et celui qui domine son monde intérieur. Personne ne va t'applaudir parce que tu n'as pas répondu. Personne ne te donnera une médaille pour avoir gardé le silence. Mais la récompense est invisible et redoutable. Ta paix. C'est un luxe que peu peuvent se permettre, car il faut renoncer à l'addiction d'avoir raison, au besoin de valider ton ego dans le regard de l'autre. C'est choisir de perdre une bataille inutile pour gagner une guerre silencieuse, celle de ton propre esprit. Cette réponse n'est pas pour ceux qui veulent plaire, ni pour ceux qui ont besoin de reconnaissance. Elle est pour ceux qui en ont assez de laisser les autres dicter leur humeur. Pour ceux qui comprennent que la véritable victoire, c'est être maître de soi, non de la conversation. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de répondre, de clore la discussion, d'imposer ton point de vue, souviens-toi, ta paix vaut plus que n'importe quel dernier mot.
Et quand tu apprendras à te retirer sans te sentir vaincu, tu auras gagné quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, rester calme est ce qu'il y a de plus inconfortable pour l'autre. Pense à la dernière fois où quelqu'un a élevé la voix, s'attendant à ce que tu répondes de la même manière. Observe comment, en restant silencieux, l'autre commence à agiter les mains, avec plus de nervosité, à chercher des alliés du regard dans la pièce, à changer de ton parce qu'il ne trouve aucune résistance. La tension flotte dans l'air, mais elle ne t'appartient pas. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à l'attaque, l'autre reste avec ses mots suspendus, regarde le sol ou consulte son téléphone pour combler le vide. L'atmosphère change, les personnes autour baissent les yeux ou s'éloignent discrètement de la scène. Parfois, tu vois la conversation s'éteindre ou ton interlocuteur, ne trouvant aucune opposition, se retirer avec une frustration qui ne t'appartient pas. Combien de fois encore vas-tu sacrifier